C'est bon. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Merci, merci d'être venu chez Open Classrooms en cette fin d'après-midi. J'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir François Tadei. François, bienvenue déjà. Merci. Tu es donc biologiste de formation, chercheur à l'INSERM, directeur du CRI. Donc tu me dis c'est un acronyme qui signifie Centre de recherche interdisciplinaire. Ou carrefour de rencontres intéressantes. Voilà, donc, ça peut vouloir dire plein de choses si j'ai bien compris. On va en reparler. Et en 2008, tu as publié Apprendre au 21e siècle. Donc ça, c'est un sujet qui t'intéresse beaucoup, c'est comment on apprend, ou comment on peut apprendre différemment. Et ça va être un petit peu le sujet de notre conversation aujourd'hui. Et puis tu as remis aussi au ministre du Travail et de l'Enseignement supérieur un plan pour co-construire une société apprenante. Tu vas aussi nous expliquer un petit peu ce que ça veut dire, parce que c'est des concepts qui sont peut-être un peu nouveaux pour beaucoup. Juste pour commencer, on va initier la conversation. Moi, j'ai un certain nombre de questions que je vais poser à François, mais évidemment, on va aussi prendre les questions de la salle, et je suis sûr que vous en avez. Donc, commencez un peu à y réfléchir, à les noter. Le but, c'est évidemment d'échanger, sinon, ça serait pas très interdisciplinaire ou ça serait pas de la co-construction. Pour commencer, juste, tu me dis, face aux défis de la société, donc on a des défis environnementaux qui sont majeurs, on en parle tout le temps, des défis technologiques avec les évolutions très rapides de la technologie, des défis éthiques. Et pour toi, en fait, ça veut dire qu'il va falloir changer de modèle, qu'il va falloir du coup apprendre différemment si on veut changer de modèle. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ouais, je pense que tous les gens qui sont dans la salle sont nés au XXe siècle. Il s'est passé 2-3 petites choses depuis. Et donc, les jeunes générations s'en rendent compte un peu plus vite que d'autres. Et il y a qu'à voir Greta et des millions de jeunes aujourd'hui qui demandent un changement de paradigme. Et un changement de paradigme, je pense qu'il a besoin d'être à différents niveaux. Et parmi ces niveaux, il y a ce niveau planétaire qu'on a du mal à prendre en compte parce que on a des éducations nationales et des systèmes qui ont été pensés au 19e siècle en s'inspirant du Moyen Âge. Typiquement, d'ailleurs, la configuration de la salle n'est pas fondamentalement différente de celle des églises et des premières universités. Donc, il y a encore, même dans un lieu aussi innovant que celui-ci, il n'est pas complètement évident de changer l'architecture des modes de transmission. Donc ça c'est un premier point. On a un cerveau qui a évolué pendant des millions d'années et qui encore en grande partie reptilien est très émotionnel et on est capable de faire d'autres choses, mais des fois la technologie se contente de titiller un certain nombre de systèmes liés au stress, liés à la peur, liés au sexe ou à tout un tas de choses. Donc on n'est pas forcément en train de développer le meilleur de l'humanité ni dans les écoles ni nécessairement sur le web aujourd'hui. Donc il y a probablement des choses à imaginer, et en particulier je pense que le système éducatif il est, je sais pas vous, mais la plupart des gens le voient comme une compétition où il faut juste avoir de meilleurs résultats que les autres pour avoir une chance d'avoir le droit de continuer à jouer entre guillemets dans le système scolaire et dans la société. Et je pense que ce système-là a vécu, d'autant plus que les machines, elles commencent à apprendre elles-mêmes, et des machines qui apprennent, elles ont des capacités de mémorisation et de calcul qui sont nettement supérieures à n'importe lequel d'entre nous. Et donc se sélectionner uniquement sur notre capacité à mémoriser et à calculer, ce qui est, je sais pas vous, mais moi c'est comme ça que j'ai été sélectionné, c'est a priori problématique. Donc il va falloir apprendre autrement, et en particulier apprendre des choses que les machines ne savent pas apprendre. Parce que c'est ça qui fera la différence entre nous et la machine, et probablement entre nous et notre capacité à s'intégrer à la fois dans la société, sur le marché du travail, et à contribuer positivement au monde. Et ça suppose de savoir partir des défis d'aujourd'hui. Parce que trouver un métier pour demain, c'est pas facile. La plupart des métiers d'aujourd'hui risquent de disparaître, et les métiers de demain, on les connaît pas encore tous. Par contre, les défis d'aujourd'hui, ils sont très clairement identifiés. Et partir des défis et essayer d'imaginer des solutions. Si vous avez une solution pour un de ces défis, il y a des chances pour que vous créiez votre propre job et que vous soyez capable de contribuer très positivement au monde. Donc être capable au lieu d'être en compétition sur les savoirs d'hier, de partir des problèmes d'aujourd'hui pour co-construire demain, je pense que c'est ça le changement de paradigme dont on est en train de parler. Alors tu dis que la configuration de la salle effectivement n'a pas spécialement changé par rapport à un amphithéâtre qu'on aurait pu trouver il y a peut-être 2 siècles ou même plus. À ton avis, pourquoi est-ce qu'on est encore dans ces modèles alors que la société elle a
elle a évolué, elle continue à évoluer à toute vitesse? Bon, il y a une forme d'optimisation de l'espace. Si vous êtes ici, c'est parce qu'il y a des contraintes architecturales etc. Il y a aussi l'idée qu'avec une estrade, on peut surplomber et transmettre. Alors que si on était en cercle, effectivement, tu mettrais peut-être moins de gens, mais tu aurais d'autres types d'interactions. Et effectivement, de manière très ancestrale, le coin du feu, c'était un cercle. Donc on a coévolué en fait dans des environnements qui, en l'occurrence, moi je crois. On pourra revenir sur société apprenante. Je pense qu'en fait, il y a des collectifs apprenants à toutes les échelles. Et ce qu'il faut savoir, c'est que même il y a plein d'autres espèces qui apprennent, où les individus apprennent les uns des autres. Un collectif apprenant, c'est un collectif quand un individu a appris, un autre va pouvoir apprendre plus facilement parce qu'on transmet. Donc, autour du feu ancestral, on pouvait déjà apprendre les uns des autres ce qu'on avait fait dans la journée. À la machine à café aujourd'hui, c'est comme ça qu'un certain nombre d'apprentissages se font. Mais ce qui est vrai, c'est qu'aujourd'hui, on a des outils qui nous permettent de transmettre nos apprentissages à des échelles sans précédent. C'est ça. Et donc, de ce point de vue-là, on peut passer de collectifs apprenants locaux à des collectifs apprenants globaux. Et si ce n'était les barrières linguistiques, on pourrait transmettre les informations absolument instantanément d'un bout à l'autre de la planète. Après, la question de savoir quelles sont les informations qui sont les plus pertinentes et quelles sont celles qu'on devrait apprendre, c'est très compliqué parce que transmettre de l'information, c'est aussi une manière de contribuer à la manipulation. Donc si vous avez une information centralisée que vous voulez manipuler tout un tas de gens autour de vous, c'est très facile à faire. Donc on voit bien que il faut pas simplement transmettre de l'information, il faut aussi mobiliser l'intelligence collective, sachant que la bêtise collective, ça fonctionne très bien et qu'il y a plein de gens qui savent très bien la manipuler. Et donc il y a tout un tas de processus, certains qui existent déjà, d'autres qu'il faudrait inventer, qui sont des processus qui peuvent nous aider à éviter la bêtise collective et à promouvoir l'intelligence collective. Tu as présenté au gouvernement un plan qui s'appelle « Construire une société apprenante ». Est-ce que tu peux nous dire un petit peu, dans les grandes lignes, qu'est-ce qu'il y avait comme proposition majeure dans ce plan? Ouais, donc ce plan, c'était les deux ministres que tu as cités, plus l'éducation nationale, quand même, qu'il ne faut pas complètement oublier là-dedans. Et en fait, c'est l'idée qu'il fallait apprendre différemment à tous les âges de la vie. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire dans la petite enfance, par exemple, dont on sait que c'est un âge crucial. Et pour l'instant, on n'a quasiment pas de politique publique de la petite enfance. Et donc, si on investit beaucoup plus d'argent dans le développement des intelligences artificielles que dans l'intelligence de nos enfants, ça risque de mal se terminer. Donc, il faut, à un moment donné, prendre un certain nombre de mesures qui peuvent être des mesures de politique publique, mais qui peuvent être aussi des mesures des individus. Donc, c'est vrai à tous les âges de la vie. Donc, j'ai parlé de la petite enfance. Comment est-ce qu'on optimise ce qui se passe dans une maternelle, dans une école primaire, dans un collège, dans un lycée, dans une université ou dans une école, dans une entreprise ou dans une association? Qu'est-ce qu'on peut apprendre, y compris après la retraite, puisqu'a priori la vie continue, et qu'est-ce qu'on peut apprendre les uns des autres? Est-ce que quand une famille a accompagné un de ses proches dans ses derniers instants, est-ce qu'elle a appris quelque chose? Est-ce qu'elle est capable de le transmettre? Est-ce qu'on est capable de faire face à ces défis collectivement et pas uniquement de manière isolée? Aujourd'hui, on n'est pas du tout structuré pour ça. Les universités, par exemple, elles font de la recherche sur tout, sauf sur elles-mêmes. Donc une des choses qu'on dit, c'est, moi je viens du monde de la santé, l'espérance de vie elle a triplé en 2 siècles, et c'est en grande partie parce qu'on a fait de la recherche, et de la recherche interdisciplinaire en santé publique comme en biologie moléculaire, en génétique comme en virologie, et on a progressivement intégré ces différents progrès pour transformer le monde de la santé et faire en sorte qu'on ait une espérance de vie qui soit en croissance régulière. Si ce n'était les épidémies actuelles d'obésité ou d'addictions diverses et variées, y compris aux technologies numériques, on serait a priori sur des dynamiques très positives. Donc la question, il y a différentes propositions. Il y en a une, c'est de repenser ce qui se passe à différents âges, de manière systématique, en impliquant à la fois les professionnels, mais aussi les citoyens, les parents, mais aussi les plus jeunes. Donc, comment est-ce qu'on fait des sciences participatives de ce que c'est qu'apprendre aux différents âges et à l'heure des technologies. En commençant par, du coup, la petite enfance, tu dis. En commençant par la petite enfance. Par exemple, nous, on vient de créer un Baby Lab. Donc, si certains d'entre vous se sentent concernés, vous avez un petit être qui vient d'arriver chez vous. Et qu'est-ce que ça veut dire pour vous, pour lui? Comment est-ce que vous vous organisez pour apprendre, pour faire face à un certain nombre de défis qui sont devant vous? Alors, il y a toujours les conseils de la belle-mère qui sont généralement avisés, mais qui peuvent
peuvent ne pas être les seuls pertinents. Donc comment est-ce qu'on apprend, au-delà d'apprendre au sein de la famille, est-ce qu'on peut apprendre dans des cercles plus larges? Est-ce qu'on peut s'appuyer sur la recherche? Qu'est-ce que la recherche a à dire sur, par exemple, la place des écrans pour les tout petits? Ça n'a pas l'air d'être la chose la plus évidente. Est-ce qu'on peut inventer des technologies numériques sans écran, par exemple, pour les plus petits? C'est un des sujets sur lesquels on essaie de réfléchir. Après, tu peux faire donc de la recherche participative, tu peux faire de la recherche venant de différentes disciplines, tu peux t'inspirer de ce qui se passe dans d'autres pays, et donc une société apprenante, c'est aussi une société qui apprend d'autres sociétés. Et donc, pour préparer ce rapport, et puis au préalable, j'ai visité un certain nombre de pays à travers le monde, et il y a des pays qui sont beaucoup plus systémiques et systématiques que nous dans leur réflexion sur ces sujets. Tu peux en citer? Il y en a au moins un par continent qui fait des choses inspirantes. Typiquement le Canada pour l'Amérique du Nord, la Finlande pour l'Europe et Singapour pour l'Asie. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est des pays qui ont des cultures et des histoires très différentes, mais qui ont convergé sur un certain nombre de choses en commun. Typiquement, l'importance de la formation initiale et continue des professionnels de l'éducation, l'importance de la R&D là-dessus, l'importance du benchmarking international, l'importance des technologies, mais en réfléchissant à ce qu'elles apportent vraiment et pas uniquement, et en faisant plutôt des services publics qu'en faisant nécessairement des choses où on cherche à maximiser le revenu versus l'intérêt général. Et donc c'est intéressant de voir que ces pays qui sont en avance dans chacun des continents, et en fait ils le sont aussi aux différents âges de la vie. C'est-à-dire que c'est à la fois des pays qui sont les mieux classés dans PISA, mais c'est très vite des pays qui sont très bien classés pour les universités internationales, et des gens qui sont dans la réflexion à la fois sur la petite enfance et sur la formation continue. Alors sur le sujet de l'accessibilité de la formation, nous c'est un sujet qui nous tient à cœur, parce qu'on cherche le plus possible à rendre l'éducation accessible. Mais toi tu parles d'un campus global. Qu'est-ce qui nous manque aujourd'hui pour parvenir à ce campus global qui est accessible à tous? Je pense qu'il y a plusieurs choses. En fait, depuis que le MIT avait lancé les Open Courseware, qui ont dû vous inspirer à d'autres époques. Ça date de quand d'ailleurs? Des années 90? Ouais, peut-être un peu début 2000. Ils ont juste été les premiers à mettre des cours en ligne gratuitement. En fait, exactement. Depuis ce jour-là, on peut se poser une question qui est qu'est-ce qu'on trouve sur un campus qu'on trouve pas encore en ligne? Et quelque part, un projet de recherche pour aller vers ce campus global, c'est de se demander est-ce qu'on peut réduire le gap entre ce qui est disponible en ligne et ce qui est disponible sur le campus du MIT ou dans d'autres grands campus. Et donc on peut en faire un peu systématiquement la liste et essayer de se dire mais qu'est-ce qui manque encore? Donc par exemple, il y a effectivement les contenus des cours, mais ça c'est de plus en plus disponible. Mais par exemple, la capacité à rencontrer des gens et à faire ensemble des choses qu'on ne saurait pas faire seul, ça c'est pas complètement évident à faire sur le web. Il y a la capacité à accéder à non seulement à des pairs et des mentors, qui sont deux dimensions un peu différentes mais qu'on trouve sur ces campus, mais aussi la capacité à accéder par exemple au meilleur de la technologie. Donc si tu es sur un campus comme celui du MIT, tu as accès aux meilleures machines, aux meilleurs laboratoires et à un équipement qui va te permettre de faire des choses que tu peux difficilement faire ailleurs, en tout cas pour l'instant. Et donc de manière un peu systématique, on peut s'interroger sur qu'est-ce qu'on peut inventer comme outils qui vont, par exemple, faciliter la rencontre ou faciliter l'accès aux technologies, sachant que vous avez tous dans vos poches plus de technologies que la plupart des chercheurs avaient à leur disposition au XXe siècle. Donc en fait, la technologie, elle commence à être ubiquitaire. La capacité à se rencontrer n'importe quelle ville a des tonnes de gens qui seraient très intéressants. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on est très isolé et on a un peu de mal. On a des Tinder pour trouver des partenaires, mais on n'a pas des Minder pour trouver une espèce d'âme sœur intellectuelle avec laquelle on puisse monter des projets. Voilà, on sait ce qu'il faut faire. Sur les notions de collaboration et de participation, ça c'est pour toi, c'est un sujet assez principal. Tu parles d'enseignement à distance, tu parles de problématique de collaborer à distance. Pour toi, comment est-ce qu'on peut réconcilier l'enseignement à distance et l'appartenance à un collectif? C'est un petit peu ça, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un bon book que d'ailleurs qui a été produit par Harvard, qu'on a traduit en français, qui sur le Leaders of Learning. Et l'idée, c'est qu'il y a, pour Richard Elmore, qui est ce prof d'Harvard, il y a 4 grands cadrans
dans lequel on peut penser un système éducatif ou une manière d'apprendre et on peut organiser éventuellement même un espace. Donc si vous prenez ces 4 dimensions, enfin ces 4 cadres, il y a 2 dimensions qui 2 fois 2 font les 4 dimensions. Donc le premier axe, c'est est-ce que vous visez des individus ou des collectifs? Et le deuxième, c'est est-ce que vous visez des gens à qui vous donnez des degrés de liberté ou pas? Donc si vous donnez pas de degré de liberté et que vous atomisez les individus, c'est le système de compétition classique que vous avez dû connaître. Si c'est c'est ce que tu appelles l'école en moyenne en France. Oui, et dans beaucoup de pays. T'es seul et t'es en compétition. Voilà. Ok. Après, tu as le deuxième système qui est éventuellement, tu as des collectifs en compétition et qui font ce qu'on leur dit de faire. Et ça, c'est typiquement ce qui se passe en sport. D'accord. Donc, tu montes une équipe de foot, ils vont collaborer entre eux, mais ils vont être en compétition avec les autres et ils vont respecter les règles du jeu qui ont été définies par d'autres. Après, tu as des individus qui sont atomisés sur le web. Ils sont libres d'apprendre ce qu'ils veulent, mais d'abord, ils ont du mal à trouver de la qualité et ensuite, ils sont tout seuls. Et c'est pas facile de se motiver quand on est seul et qu'on peut pas facilement jouer sur ce collectif dont tu parlais. Et donc, le 4e cadran de Elmore, c'est des collectifs auto-organisés. Donc, si vous avez fréquenté un Fab Lab, c'est un collectif auto-organisé. Les communautés open source sont des collectifs auto-organisés. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une 3e dimension que Elmore souligne peu, mais qui, à mon avis, est cruciale pour l'avenir, qui est est-ce que ce qu'on cherche à apprendre, est-ce que c'est un corpus fini ou est-ce que c'est un champ ouvert de recherche et d'exploration? Et typiquement, si vous êtes dans l'open source, eh ben vous êtes dans l'exploration de nouvelles formes de code. Si vous êtes dans la recherche scientifique, vous êtes aussi dans l'exploration de nouvelles connaissances. Et si vous êtes dans comment est-ce qu'on fait face aux défis planétaires, eh ben en fait personne ne peut prétendre avoir la solution. Donc c'est pas un problème fermé, ce sont des problèmes ouverts. Et donc typiquement, si vous voulez faire face à des problèmes ouverts dont personne n'a la solution, et ben en fait vous avez des plateformes que vous connaissez probablement pour ceux qui sont des fans de ce lieu et des contenus que vous avez, c'est GitHub. D'accord. GitHub, c'est un lieu dans lequel vous avez des collectifs qui s'auto-organisent pour partager des codes et produire ensemble des choses qu'ils ne sauraient pas faire seuls. Pour ceux qui connaissent GitHub, c'est une plateforme qui est très puissante, mais qui n'est pas très children-friendly ou learners-friendly. D'accord. Donc, si vous êtes pas encore sur GitHub, c'est peut-être qu'il y a des raisons techniques qui font que c'est pas complètement trivial de faire ça. Mais moi, j'ai eu l'occasion de croiser les gens de Microsoft, y compris le PDG français ou le vice-président au monde pour l'éducation, et leur dire, écoutez, si vous voulez faire un truc sympa, puisque vous avez racheté GitHub pour 7 milliards, pour ceux qui connaîtraient pas l'histoire, eh bien, ça serait d'en faire un GitHub des solutions et un GitHub des apprentissages, dans lequel on puisse, mais il faut que ce soit learners-friendly, donc on puisse forker facilement des contenus d'apprentissage et on puisse les partager, les recombiner et créer de nouvelles choses. Donc ça, si on savait créer des écosystèmes d'apprentissage comme ça, et en fait on sait le faire. Aujourd'hui, c'est plus de passer à l'action. On peut arriver à, en plus, se géolocaliser et se faire certifier au fur et à mesure, parce que sur GitHub, on peut certifier les contributions de chacun, et on peut éventuellement se faire reconnaître et donc construire non seulement une société de la connaissance, mais aussi une société de la reconnaissance, dans laquelle on peut être reconnu pour les contributions de chacun à des œuvres collectives. Alors pour ceux qui connaissent pas, GitHub, c'est un peu un réseau social des développeurs où chacun va envoyer sa brique de code et sa petite pierre à l'édifice. C'est vrai que c'est une comparaison intéressante à voir après dans quelle mesure on peut, dans le domaine de l'apprentissage, l'éducation, partager ces petites briques. Autant dans le cas des briques de code, c'est assez bien identifié, c'est assez bien fini. Autant dans les briques d'éducation, ça serait intéressant de voir une communauté se monter sur ce modèle-là. Mais ça reste à inventer. Si on parlait maintenant un petit peu de reconnaissance. On sait aujourd'hui que reconnaissance égale diplôme. Enfin, on l'a tous appris à l'école. Diplôme égale emploi. Grosso modo, en général, peut-être, pas toujours. Mais grosso modo, on se dit un diplôme, c'est le chemin le plus direct vers l'emploi. Aujourd'hui, on pose un peu la question du diplôme. Comment on valide l'expérience, les compétences. Toi, tu parles de créer un Open Badge 2.0. Qu'est-ce que c'est ?
Alors déjà les badges, pour ceux qui connaissent les scouts, si vous êtes chez les scouts, c'est que vous savez allumer un feu, monter une tente et vous organiser, vous allez avoir différents types de badges. Donc Mozilla et quelques autres ont créé des open badges qui sont donc des badges où si vous savez coder, si vous savez créer une page web et vous contribuez à un collectif, vous allez pouvoir avoir un badge qui vous est donné par la communauté correspondante. Et donc ce que Mozilla a fait, c'est qu'ils ont mis ce système de badge en open source pour que d'autres gens puissent créer des badges sur différentes choses. Donc aujourd'hui, si vous voulez créer un badge sur c'est faire un gâteau au chocolat, vous pouvez le créer et le donner à quelqu'un autour de vous qui vous a donné un bon gâteau au chocolat. Et donc on voit bien que le contrôle qualité se pose quand on a des communautés complètement ouvertes comme ça, mais il peut y avoir, et ça commence à se produire, par exemple chez IBM, ils ont créé plein d'open badges pour certifier les évolutions des capacités professionnelles, parce que le diplôme d'un employé d'IBM ne dit plus grand-chose sur sa capacité réelle, parce que ça fait 10, 20 ou 30 ans qu'il est sorti d'une université, et ce qui compte, c'est plus ce qu'il est capable de faire aujourd'hui que les diplômes qu'il a eus il y a un certain nombre d'années. Et donc ça c'est vrai chez IBM, c'est vrai, il y a des universités italiennes aussi qui créent des open badges. Nous on est en train de les mettre en place et on peut à la fois donner des badges comme on peut donner des diplômes, mais on peut essayer éventuellement de donner des badges de manière un peu complémentaire sur des choses qui sont pas forcément, en tout cas pour l'instant, pris en compte dans les diplômes. Et donc si vous avez par exemple nos étudiants, on les invite à créer des projets, à s'auto-organiser, un peu dans le style du 4e cadran dont je parlais tout à l'heure, pour faire ensemble des choses qu'ils ne sauraient pas faire seuls, eh bien, ils peuvent s'octroyer des badges dans ces collectifs qu'on appelle des clubs chez nous et réfléchir à ce que chacun a appris, comment il l'a fait. Et ces badges peuvent être donnés par la communauté. Éventuellement, s'il y a des enseignants ou des chercheurs au CRI qui ont participé à ces projets, les chercheurs et les enseignants peuvent aussi contribuer à certifier. Et donc, votre badge, il est en fait multidimensionnel. Il y a plusieurs acteurs qui peuvent contribuer à certifier le fait que vous maîtrisez tel ou tel sujet ou telle compétence. Ce serait quoi un Open Badge 2.0 par rapport à ce qui existe ? Si tu veux, pour aller un cran plus loin, tu le lies à des portfolios et tu peux le lier à nous ce qu'on appelle un GPS de la connaissance. Hein. Donc ce qu'on veut, c'est savoir où on est placé dans l'espace des connaissances. Donc typiquement dans l'espace physique, aujourd'hui on a des technologies qui nous permettent de savoir précisément où on est et même où on a déjà été. Dans l'espace des connaissances, où est-ce que vous êtes et où est-ce que vous avez déjà été, c'est pas complètement évident à visualiser. Donc on est en train d'essayer de bâtir ces technologies et de savoir l'ensemble des endroits que vous avez déjà explorés, éventuellement l'ensemble des points de vue des gens sur ce que vous avez exploré et qui peuvent vous donner des badges, et aller vers un espèce de connais-toi toi-même numérique. Et pour reprendre donc cette expression qui date de l'époque de Socrate, se connais-toi toi-même, ça peut vous aider à réfléchir sur ce que vous savez pas encore, mais que vous pourriez savoir et qui pourrait avoir un impact sur votre avenir. Donc si typiquement vous cherchez un boulot et que vous vous rendez compte que vous savez un certain nombre de choses, mais pas forcément tout ce qu'il faut pour ce boulot, comment vous allez de là où vous êtes à l'endroit où vous voudriez être ? Quels sont les chemins ? Y a-t-il des raccourcis ? Est-ce qu'il y a des chemins payants ? Est-ce qu'il y a des chemins gratuits ? Est-ce qu'il y a des chemins en open source ? Est-ce qu'ils sont vraiment adaptés à votre niveau ? Est-ce que ça dépend de ce que vous savez déjà ? Donc ça peut servir pour trouver un emploi, mais si vous avez une maladie génétique dans votre famille et que vous découvrez que votre enfant là, alors que vous le saviez pas, tout d'un coup vous allez tout vouloir savoir sur cette maladie génétique. C'est quoi le plus court chemin pour tout savoir sur cette maladie génétique ? Si vous tapez le nom de cette maladie génétique sur Google, il n'est pas évident que vous trouviez les ressources les plus pertinentes pour comprendre cet enjeu, et vous voudriez peut-être pour commencer la piste verte, puis après passer à la piste bleue, puis à la piste rouge, puis à la piste noire, et donc créer non seulement ce Google Maps de la connaissance, ou OpenStreetMap de la connaissance serait une meilleure analogie, mais en plus savoir quels sont les chemins et quels sont ceux qui sont les plus adaptés à vos besoins en fonction de ce que vous cherchez à apprendre. Comment est-ce que tu vois la cohabitation entre les systèmes de badge, donc qui est très petit, très atomique, je sais faire ça, et les diplômes à l'avenir ? En fait, ce qu'on peut faire dans cet espace de connaissances, c'est comparer ce que vous avez parcouru comme portion de l'espace de connaissances et des diplômes.
Et donc, il est possible que dans un domaine particulier, vous ayez déjà 33% d'une licence ou d'un master, et que on puisse vous dire que si vous voulez passer de 33% à 100%, eh bien, il va falloir aller prendre des cours sur Open Classroom, lire des pages sur Wikipédia, prendre un MOOC sur edX ou aller suivre telle ou telle formation à l'université ou faire tel stage pour arriver à ce niveau de compétence. Et si vous atteignez 90 ou 100%, qui est en grande partie auto-déclaré, mais éventuellement en partie validé par la communauté, est-ce que vous pouvez frapper à la porte de l'université et dire, bah voilà, d'après l'intelligence artificielle qui a analysé l'ensemble de ma carte de connaissances, je pense que je suis capable de passer les examens pour mériter éventuellement le diplôme. Et donc à ce moment-là, tu peux inventer un système de conversion entre, je dirais, les diplômes du monde d'hier et ces dynamiques plus évolutives, et essayer de s'assurer que les reconnaissances de la communauté distribuées et les reconnaissances plus formelles qui pèsent encore aujourd'hui dans notre société soient compatibles et permettent cette traduction aussi rapide que possible. Bonjour, merci. Ma question va concerner la notion de mémoire. Comment peut-on transmettre et apprendre dans une société où une story Snapchat dure 24 heures et qu'elle disparaît du jour à un autre, qu'on oublie les événements, qu'ils soient culturels ou parfois catastrophiques? Ouais, je pense que il y a plusieurs questions là-dedans. Il y a la mémoire des individus, la mémoire du collectif. Il y a les choses qui sont les plus virales à un moment donné, mais en même temps les traces que l'on peut retrouver si on les cherche. Et le numérique permet de garder la trace pour potentiellement très longtemps. Donc ce qui s'est passé il y a 20 000 ans, on en a très peu de traces. Ce qui s'est passé il y a 20 minutes ou il y a 20 jours ou il y a 20 mois, si on le veut vraiment, on peut le trouver la trace. Mais on n'est pas toujours bien organisé pour retrouver ces traces. Parce que on a tout un tas les technologies qui ont été développées sont des technologies qui cherchent à faire le buzz parce que c'est comme ça que ça rapporte le plus d'argent. Donc en fait, je pense que c'est en partie les modèles économiques des plateformes qui existent et aussi nos modèles attentionnels. C'est-à-dire que on a été sélectionné en partie pour savoir qu'est-ce qui se passe de nouveau dans notre environnement. Ça a déjà été vrai il y a longtemps. Et donc trouver le bon équilibre entre savoir ce qui est nouveau et savoir ce qui est intemporel, c'est difficile. Par exemple, qu'est-ce qu'on doit savoir sur notre histoire sur le temps long, typiquement depuis le Big Bang, qu'est-ce qu'il faudrait savoir et qu'est-ce qu'on devrait tous savoir sur d'où on vient, où on est, où on va. C'est des questions qui sont intemporelles, mais les réponses sont pas forcément toujours les mêmes. On n'a pas toujours penser à un Big Bang, même s'il y a un certain nombre de gens qui disent qu'il y a eu et la lumière fut et des choses comme ça qui peuvent être des analogies. Mais donc c'est difficile de savoir ce que l'on a envie de mémoriser. Ce qui est sûr, c'est que notre cerveau peut pas tout mémoriser. Et donc il va falloir qu'on choisisse. Donc il y a une espèce d'économie de l'attention, une économie de la mémoire, et il faut qu'on choisisse quel type de sujet, sur quel type de sujet on veut attirer l'attention et sur quel type de sujet on veut garder nos faibles capacités mémorielles. Elles sont faibles, elles sont énormes par rapport à d'autres animaux, mais elles sont faibles par rapport aux capacités de la technologie aujourd'hui. Et donc, qu'est-ce qu'on veut mettre dans notre mémoire vive personnelle? Qu'est-ce qu'on veut éventuellement mettre sur des disques durs et quand est-ce qu'on peut éventuellement y accéder et pourquoi? Et donc, tu vois, par exemple, notre mémoire, elle a sélectionné, y compris pour oublier plein de choses. Donc déjà, notre cerveau fonctionne comme ça. Qu'est-ce qu'on a envie de garder individuellement et collectivement aujourd'hui? Par exemple, j'ai un ami qui voudrait que chacun puisse décider quelle mémoire il laisse dans un site qui pourrait être un site de l'UNESCO ou un site de patrimoine mondial de l'humanité. Est-ce qu'il doit y avoir que les grands hommes qui rentrent au Panthéon, ou est-ce que demain on peut tous rentrer dans un espèce de Panthéon digital et on peut tous choisir ce qu'on laissera comme mémoire de soi pour les générations futures. Donc est-ce qu'on se crée des services publics de la mémoire individuelle ou de la mémoire collective? On peut se poser ces questions. Tu vois, l'INA aujourd'hui est un espèce de lieu de dépôt de la mémoire collective audiovisuelle. Mais c'est quoi les lieux de la mémoire numérique? Ils sont encore à inventer. Il y a des outils qui existent typiquement sur le web. Il y a Web Archive qui sert à beaucoup de gens. On peut retrouver les archives de tous les sites web depuis depuis le début. Ils ont fait un travail énorme d'indexation. Et c'est vrai que, comme tu disais, notre cerveau est
lui-même habitué à faire du nettoyage. On a vu une présentation d'ailleurs ici chez Open Classrooms il y a quelques temps sur justement le principe des neurosciences derrière ça, où ce que j'avais retenu, ce que j'avais compris, chaque nuit, quand on dort, on va faire un peu de nettoyage des informations de la journée. Il y en a qu'on va supprimer, les connexions neuronales qui vont être effacées, et d'autres qui vont être renforcées si elles ont été plusieurs jours d'affilée mobilisées en fait. Donc finalement, on voit que sur ce modèle-là, nous-mêmes, on a décidé que tout retenir par cœur au même niveau, c'est pas forcément une bonne idée. Bon, en tout cas, c'est comme ça que la nature fonctionne pour nous. Bonjour Aline. Alors sans transition aucune, question hyper pragmatique. Quel accueil vous avez eu concernant les propositions que vous avez faites au ministère de l'Éducation? Voilà. Petite question qui me taraude. Merci. Alors déjà, ce qui est assez intéressant, c'est que, en fait, j'ai écrit 2 rapports, pour être un peu précis. Le premier, je l'ai remis à Najat Vallaud-Belkacem, 1 mois avant les élections. Donc, elle avait un peu de mal à implémenter, mais elle m'a demandé de prolonger la réflexion. Et donc, j'ai rencontré Jean-Michel Blanquer, Frédéric Vidal et Muriel Pénicaud. Et c'est à eux 3 que j'ai remis le 2e rapport. Donc, c'était assez intéressant parce que il n'y a pas toujours énormément de continuité entre différents ministres de l'Éducation nationale. Donc là, au moins sur ce sujet, ça a fonctionné. Et puis ce qui est intéressant, c'est, je pourrais revenir sur ce que chacun de ces ministres a choisi de garder, mais ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a eu plein d'échos, indépendamment des ministères, dans différents collectifs et différents territoires et différents classes ou écoles ou universités, avec des gens qui s'emparent eux-mêmes. Et pour moi, c'est au moins aussi important. Parce que si les ministres s'emparent des choses, mais que ça n'a pas d'impact pour les citoyens, honnêtement, c'est pas très intéressant. Par contre, si les citoyens s'en emparent et que ça commence à avancer et qu'éventuellement les ministres amplifient une dynamique, c'est encore mieux. Donc, par exemple, Muriel Pénicaud a repris un certain nombre d'idées. Elle avait la chance d'avoir un plan d'investissement dans les compétences avec 15 milliards à distribuer, donc ça aide un petit peu. Je suis sûr que Open Classroom a su se positionner sur un certain nombre de ces sujets. Mais il y a par exemple un compte personnel de formation, il y a tout un tas de choses qui vont dans le sens de partager les apprentissages. Et y compris de faire de la recherche sur, par exemple, les meilleures manières d'aider des décrocheurs ou ce qu'on appelle des NEET, des Neither Educated, Employed or in Training, des gens qui sont loin de l'emploi et de l'éducation, à revenir. Et donc, il y a non seulement des innovations, des expérimentations, mais aussi de la recherche et de l'évaluation sur ce qui fonctionne le mieux. Par exemple, Jean-Michel Blanquer a créé un conseil scientifique pour l'aider à prendre un certain nombre de décisions. Parce que je disais qu'il fallait plus de recherche sur un certain nombre de sujets. Je pense que ce conseil scientifique n'a pas encore le budget de l'INSERM ou des équivalents pour la recherche biomédicale ou pour la recherche même du ministère de la Défense ou du ministère des Transports. Donc je pense qu'il y a encore des progrès à faire, mais il y a déjà un certain nombre de choses. Il y a une volonté de réformer la formation initiale et la formation continue des enseignants et d'essayer de créer éventuellement des plateformes pour que les enseignants apprennent différemment. Donc pour l'instant, la manière dont c'est vraiment de la formation continue et qui est formatée depuis la rue de Grenelle. Ce qui serait plus intéressant, c'est qu'il y ait des plateformes où, quand un enseignant a appris quelque chose auprès de ses élèves ou dans sa classe, il puisse le transmettre à d'autres enseignants et qu'on soit plus sur des modèles coopératifs. Mais ça suppose de sortir d'un modèle qui est profondément vertical. L'éducation nationale, j'avais demandé à Najat Vallaud-Belkacem, elle avait compté, elle m'a dit que pour elle, il y avait jusqu'à 10 niveaux hiérarchiques. Donc quand il y a 10 niveaux hiérarchiques, quand vous voulez impulser des changements, c'est pas complètement évident. Parce qu'il suffit que n'importe lequel d'entre eux bloque pour que toute la chaîne soit bloquée. Donc je dis pas qu'on a tout transformé autant que je pourrais le souhaiter, mais il y a par exemple des académies qui se veulent académies apprenantes. Il y a des établissements qui se veulent établissements apprenants. Il y a des territoires, des districts à différentes échelles. La métropole de Lyon, par exemple, j'étais ce matin avec des gens qui portent un projet de métropole apprenante sur Lyon. Il y a des entreprises qui sont en train de promouvoir ce genre d'idées. Certaines le faisaient déjà avant, d'autres sont en train de rentrer plus dans ces dynamiques. Donc il y a et ce qui est peut-être pour moi le plus intéressant à l'avenir, et parce que les enjeux dont on parle sont des enjeux planétaires en fait, c'est que l'UNESCO s'est beaucoup intéressé au rapport, a commencé à le faire traduire dans les différentes langues de l'UNESCO, c'est-à-dire le russe, le chinois, l'anglais, l'espagnol, l'arabe.
en plus du français, et on commence à discuter avec l'UNESCO sur comment est-ce qu'on crée une des choses qui avait été proposée dans le rapport, qui est une espèce de, je sais pas si vous connaissez le GIEC, hein, c'est le Groupement international d'études du climat, qui, quand vous avez vu des études scientifiques sur le climat, quand les jeunes, c'est la première génération qui est dans la rue au nom de la science, c'est quand même très intéressant. Eh bien, pourquoi est-ce qu'on n'a pas un GIEC de l'apprendre? Et donc, c'est quoi un GIEC de l'apprendre? C'est quoi apprendre aujourd'hui? Est-ce qu'on peut faire une alliance open source des meilleures manières d'apprendre, dans lesquelles, quel que soit son âge, quel que soit le lieu dans lequel on est, quelles que soient les choses qu'on a envie d'apprendre, on documente tout ce qu'on a appris pour que d'autres puissent s'en servir et apprendre à leur tour. Est-ce qu'on peut créer des sciences participatives de l'apprendre? Donc ça, on est en train de le faire à différentes échelles, y compris avec l'UNESCO. Et puis, une des propositions qu'on a fait a déjà été reprise à certaines échelles, en particulier au niveau local, en France et à d'autres échelles dans d'autres pays, mais avec l'UNESCO, on voudrait créer une grande fête de l'apprendre. Donc un festival de la planète apprenante où le 24 janvier, qui est la journée internationale de l'éducation, que personne ne connaît pour l'instant. Et l'idée, c'est que les gens apprennent à la connaître. Et chaque 24 janvier, au moins une fois par an, on soit tous amenés à s'interroger sur ce qu'on a appris dans l'année, qui a vraiment du sens. Qu'est-ce qui nous a transformés? Et qu'est-ce qu'on a envie de partager avec les autres? Et puis si vous avez appris quelque chose, c'est peut-être grâce à quelqu'un. Et donc vous pouvez non seulement célébrer ce que vous avez appris, mais la personne qui vous a aidé à apprendre. Éventuellement la plateforme qui vous a aidé à apprendre, éventuellement et vous pouvez remercier votre grand-mère qui vous a peut-être appris quelque chose d'essentiel, ou votre petite sœur, ou votre employeur, ou un de vos collègues, un prof, ou un membre d'une association, etc. Donc en fait, on peut célébrer ces apprentissages et on peut les célébrer à titre individuel, un peu comme une fête de la musique. Chacun peut le faire à son échelle, mais on peut aussi organiser l'équivalent de grands concerts dans lesquels on va partager les choses qu'on a appris collectivement, qui sont les plus signifiantes. Et donc organiser un événement à l'UNESCO un peu fédérateur, mais en même temps organiser des milliers d'événements aux quatre coins de la planète. Donc ça, c'est le genre de choses qu'on veut faire. Je ne sais pas ce que ça donnera le 24 janvier prochain. J'espère qu'on aura déjà un événement de taille significative, mais l'idéal, c'est que chaque année, chaque 24 janvier, le mouvement s'amplifie. Et que quand vous célébrez ce que vous avez appris une année, vous utilisez une petite appli pour garder la trace de ce que vous avez appris de plus signifiant pour vous, et que vous soyez amené à vous interroger sur ce que vous souhaitez apprendre l'année prochaine. Et ce que vous souhaitez apprendre l'année prochaine, peut-être que votre voisin ou votre voisine l'a appris l'année dernière. Et là, le Minder dont je parlais tout à l'heure peut vous servir à vous mettre en contact avec un de vos voisins qui va peut-être vous aider dans vos apprentissages. Et donc, par rapport à ce campus global dont on parlait, eh bien, vous allez pouvoir rencontrer des pairs ou des mentors qui sont peut-être un petit peu plus en avance que vous sur un certain nombre de sujets pour apprendre ensemble. Je viens d'apprendre qu'il y avait une journée mondiale de l'éducation. Merci de me l'apprendre. Ça tombe bien. D'autres questions? Il y en avait une là, je crois, hein, devant. Oui, bonjour Marie-Hélène. Je m'interroge sur les open badges et notamment comment les mettre à disposition et les utiliser pour les NEET. Je pense qu'en fait, toutes les catégories peuvent les créer. En fait, il y a des espèces de badge factory où un certain nombre d'acteurs peuvent apprendre à créer des badges et les donner dans leur communauté. Je pense que pour les NEET, pour les gens qui sont des décrocheurs, je pense qu'il y a une population très sensible et je pense que le côté fait de l'apprendre est peut-être une des manières d'aller les chercher, parce que certains d'entre eux vont dire qu'ils détestent apprendre, mais en fait c'est pas qu'ils détestent apprendre, c'est qu'ils détestent apprendre dans un cadre formel qui les a où ils ont ressenti de l'humiliation en tout cas à différents moments et qui a fait qu'ils ont plus supporté ce système et qu'ils ont décroché. Et en fait ils ont à minima appris qu'ils aimaient pas apprendre comme ça. D'accord, mais ils ont probablement appris des tonnes d'autres choses auprès de leur grand-mère, ou ils ont peut-être appris la recette du couscous ou autre chose, et ils ont peut-être appris à réparer une mobilette ou à hacker un site web. Ils ont peut-être appris en regardant une vidéo sur YouTube ou sur Wikipédia ou Open Classroom. Et aujourd'hui, on les incite pas du tout à réfléchir sur le fait qu'ils sont en fait capables d'apprendre, simplement pas forcément dans le cadre qu'on leur a imposé jusque-là. Et donc les aider à prendre conscience de ça déjà. Et puis à partir de là, peut-être c'est un espèce de premier badge, c'est-à-dire c'est le badge auto-déclaré.
Et puis à partir de ce badge auto-déclaré, il y a peut-être des gens qui peuvent certifier que oui, vous savez faire le couscous, ou oui, vous savez réparer une mobilette dans votre famille, dans votre cité, dans votre quartier, dans votre association, parce que au club de sport, vous avez fait preuve d'empathie et de capacité à transmettre votre passion pour le karaté ou le basket à d'autres. Et donc cette capacité-là, si elle se distribue beaucoup plus, eh bien en fait, on s'apercevra qu'on est tous capables d'apprendre. Et ça, je pense que c'est extrêmement important de retrouver de la confiance. Et ces badges, c'est des nano-certificats, si vous voulez. Et c'est de leur dire, t'as peut-être pas de diplôme, mais t'as des compétences. Et d'ailleurs, elles ont été certifiées par des collectifs autour de toi. J'ai une question là-bas. Faut faire un choix. Ça va venir. Bonjour. Une question peut-être pas simple. Comme ça ? Oui. Une question peut-être pas simple à solutionner. Il me semble qu'on était venu pour parler d'une société apprenante et on est plutôt confronté à une société de la connaissance. En ce sens que l'apprentissage, sauf si je me trompe, c'est quelque chose de long. Il faut du temps, il faut expérimenter soi-même. Et aujourd'hui, on est plutôt dans une société où on va aller vite, où on veut parcourir tout un tas de tutoriels pour découvrir des choses, où on nous demandera certainement d'être très généraliste pour justement pouvoir se confronter à de l'intelligence artificielle. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour pouvoir contrer justement cette dualité entre un apprentissage qui est long et une société qui va toujours plus vite ? Je pense qu'en fait, le temps long est une somme de temps court. Et donc on peut à la fois jouer sur le fait que parfois il faut 100 couches de peinture pour arriver à faire une belle toile, et en même temps que chaque couche est en soi quelque chose qu'il faut aussi savoir célébrer, et je pense que un des trucs clés qui manque souvent, c'est la réflexivité. Une des meilleures choses qu'on puisse apprendre pour devenir un apprenant capable d'apprentissage varié, c'est de la réflexivité sur ses apprentissages. Qu'est-ce que tu appelles la réflexivité sur tes La réflexivité, c'est réfléchir, un petit peu comme je le disais sur la fête de l'apprendre, sur ce que j'ai appris et comment je l'ai appris. S'apercevoir que, en fait, si je dors pas assez, je mémorise pas. Si je n'y reviens pas, je vais l'avoir oublié. Si je ne mets pas en pratique, je vais pas vraiment comprendre, et le savoir que je vais avoir acquis sera au mieux théorique. C'est comprendre que si je suis capable de l'expliquer à d'autres, c'est une des manières de le stabiliser pour moi. Et donc, tous ces apprentissages-là sont des choses qui sont extrêmement importantes. S'apercevoir que si on se concentre pas, en fait, on a vraiment du mal à l'avoir mémorisé au-delà de l'instant. Donc, si le sommeil n'est pas suffisamment réparateur et ne m'aide pas à structurer, je vais pas y arriver. Quelle est la bonne période à laquelle je dois revoir les choses pour les stabiliser. Donc, tout ça, en fait, à la fois les sciences cognitives, mais tout un tas d'algos peuvent être écrits pour mesurer par exemple le temps idéal à laquelle vous devez avoir des entre guillemets piqûres de rappel mémorielles, un peu comme dans le monde de la vaccination. Si vous voulez mémoriser le contact avec un virus, vous avez besoin de piqûres de rappel. Et donc on a un peu de la même manière besoin de savoir encore une fois qu'est-ce qu'on veut mémoriser et quelles sont les meilleures manières de le mémoriser sur le temps long. Et à côté de ça, comment est-ce que non seulement je mémorise, je sais pas moi, des mots dans une autre langue, et il y a des algos qui fonctionnent très bien sur un certain nombre de plateformes aujourd'hui, mais comment est-ce que je peux éventuellement ces mots, il faut que je sache les mettre en contexte, il faut que je sache les utiliser au bon moment. Et donc on voit bien qu'un algo peut vous aider sur une partie de l'apprentissage, mais que fondamentalement le mieux c'est quand même encore d'aller voyager ou de rencontrer au moins quelqu'un qui pratique cette langue pour stabiliser. Et donc je pense que une des choses qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'on fasse de la recherche sur qu'est-ce qu'on apprend le mieux d'un algo, qu'est-ce qu'on apprend le mieux en situation, qu'est-ce qu'on apprend le mieux qui permet de mémoriser quelque chose de signifiant sur le temps long. Et ça, aujourd'hui, on en est très loin. Parce qu'encore une fois, il y a d'une part le système classique qui a un peu de mal à évoluer pour plein de raisons, et d'autre part des gens qui cherchent à vous vendre des technologies qui vont vite et qui leur rapportent de l'argent vite, mais qui sont pas forcément là pour vous aider à vous construire sur le temps long.
Et donc, de même qu'il y a un mouvement slow food, il y a un côté slow thinking où comment est-ce qu'on se construit sur le temps long, qui, à mon avis, est extrêmement important. Et c'est là où, si on a accès à une forme de GPS de la connaissance, on peut revisiter ce qu'on a appris dans la journée, dans la semaine, dans le mois, dans l'année, ou depuis 10 ans ou 20 ans. Et c'est très intéressant de pouvoir s'interroger sur ce qui nous a été utile à ces différents moments, et de savoir éventuellement est-ce qu'on veut les revisiter, est-ce qu'on veut les approfondir, est-ce qu'on veut se les remémorer et réfléchir à ce que ça nous a apporté individuellement, voire collectivement. Parce que ce même genre de solution peut servir à revisiter ce qu'un collectif a pu apprendre. D'ailleurs, je pense que ça me fait penser à quelque chose. On a déjà expérimenté d'avoir des étudiants plus expérimentés dans une formation revenir sur le début de la formation pour aider, un peu comme un buddy, un collègue. Et on s'attendait à ce que ça aide le débutant, mais en fait, on s'est rendu compte que ça aidait aussi, justement, par cette réflexivité, l'étudiant expérimenté, parce qu'il redécouvrait le chemin qu'il avait parcouru depuis ce premier projet, et il redécouvrait d'autres façons de le faire aussi. Et donc on a intuitivement senti que ça crée cet impact, tu vois, mais sans le théoriser comme tu l'avais fait, juste en le testant. Effectivement, cette réflexivité apportait une dimension supplémentaire à l'apprentissage. Il y avait une question là derrière. Ouais. Oui, lorsqu'on a pour objectif de développer des organisations apprenantes, soit des écoles, des entreprises ou autres, est-ce qu'un des sujets principaux, ce ne serait pas de voir quelles sont les structures mentales différentes qui permettent d'apprendre, qu'elles soient culturelles, vous avez cité l'âge, mais quand on recrute dans une école ou une entreprise, c'est bien peut-être de voir qu'il y a des cartes mentales, des façons d'apprendre différentes et d'essayer d'en avoir la plus large diversité, pas simplement au niveau de la couleur de la peau, mais au niveau de la structure mentale. Est-ce que vous avez travaillé là-dessus ? Alors moi, il y a une métaphore pour expliquer l'intérêt de la démarche que vous proposez, que j'aime bien, qui est une métaphore indienne qui a des milliers d'années maintenant, qui s'appelle la métaphore de l'éléphant et des 6 aveugles. Et donc vous avez un éléphant et vous avez 6 aveugles qui touchent chacun un bout de l'éléphant, et celui qui touche la trompe est en fait persuadé qu'il a un serpent devant lui. Celui qui touche l'oreille pense qu'il a un rideau devant lui, celui qui touche la patte pense que c'est un tronc d'arbre, celui qui touche le corps pense que c'est un mur, et ainsi de suite. Et en fait, ils sont tous persuadés d'avoir raison, et ils essayent d'imposer leur vision, si je puis dire, aux autres. Et ils ont un peu de mal à arriver à un consensus. Et il y a quelqu'un qui a la chance d'avoir un peu plus de vision qu'eux qui passe et qui leur dit qu'il faudrait peut-être qu'ils apprennent à se parler et à non seulement expliciter d'où ils parlent et quelque part leur carte mentale, mais également qu'ils soient capables d'écouter celle des autres. Et ça, je pense que c'est une des grandes difficultés. Et c'est pour ça que souvent, dans les entreprises, on recrute exactement toujours les mêmes profils, parce que on se comprend, parce qu'on a la même culture. Et donc, dans un laboratoire d'une discipline, on recrute que des gens qui viennent de cette discipline. Et donc, chaque discipline est typiquement une manière de forger une carte mentale un peu particulière, et les disciplines ont du bon parce qu'elles permettent d'aller plus loin, de parler plus vite entre des gens qui partagent suffisamment de choses en commun. Mais elles peuvent très vite passer à côté de la complexité du monde, parce que la complexité du monde, elle requiert ces regards différents pour décrire un problème complexe. Donc si vous travaillez sur un sujet un tant soit peu complexe, vous avez besoin de savoir intégrer des gens qui ont des cartes mentales différentes, pour reprendre votre terminologie. Et ça, c'est extrêmement... À la fois, c'est un peu difficile, parce qu'il prend du temps. Et on revient un peu sur le slow thinking dont on parlait. Il faut apprendre à se parler. Il faut apprendre à se respecter. Il faut apprendre à savoir que on ne sait pas tout, et qu'il faut avoir l'humilité d'admettre que l'autre a probablement quelque chose à vous apprendre. Et ça, surtout quand on est dans un système ultra compétitif qui vous a dit que vous étiez le meilleur, vous n'avez pas forcément tendance à écouter les autres. Et donc c'est aussi un des dégâts collatéraux du système ultra compétitif dans lequel on est, qui est non seulement il y a tous ceux qui n'ont pas forcément gagné dans cette compétition et qui ont les problèmes qu'on évoquait tout à l'heure en termes d'image de soi, mais en termes d'image de soi, ceux qui ont gagné dans la compétition ont un gros problème, qui est un problème de surestimation de leurs capacités et de sous-estimation de celles des autres, et d'incapacité à mobiliser l'intelligence collective pour faire face. Et quand vous voyez les mouvements de type gilets jaunes, anti-élite qu'on voit en France ou ailleurs, je pense qu'ils sont profondément nourris par ces difficultés à se parler et à s'écouter surtout, et à être capable de mobiliser l'intelligence collective dans sa diversité pour comprendre la complexité des problèmes. Et donc dans le monde de la santé, par exemple,
ça fait un certain nombre d'années on est sorti du paradigme où le chercheur seul dans sa tour d'ivoire va régler les problèmes, mais on va par exemple travailler avec non seulement les médecins, les infirmières qui peuvent être des acteurs de la recherche, mais aussi les patients, voire les familles des patients qui ont d'autres perspectives sur une maladie, typiquement une maladie chronique. Ceux qui la connaissent le mieux, c'est ceux qui vivent avec tous les jours. Et donc le chercheur peut avoir son point de vue sur les mécanismes moléculaires sous-jacents, mais sur le vécu et comment est-ce qu'on accompagne le patient, il vaut probablement mieux discuter avec l'ensemble des acteurs qui voient différentes perspectives sur ce sujet. On va prendre une dernière question avant de rejoindre le buffet derrière. Devant. Madame ? Pour pas frustrer trop les gens, ce qu'on peut faire, c'est je prends 3 questions d'un coup et j'essaie de faire une synthèse. On peut aussi en parler après autour du buffet. Hein. Vous voulez, mais c'est juste parce que je veux pas frustrer. Évidemment. Ok. Je sais pas si ma question va être hyper facile à synthétiser, mais donc déjà merci pour ces apports. Donc moi je suis un peu fascinée par Elon Musk. Et l'une des dernières sociétés dans lesquelles il a investi, c'est un truc qui s'appelle Neuralink, qui travaille sur des interfaces non intrusives, cerveau-machine et broadband. Et donc apparemment, il a l'air assez convaincu que d'ici 5 à 10 ans, on aura des applications grand public qui seront disponibles de ces technos-là. Et quand j'entends ça, je me dis, dans ces conditions, est-ce que finalement toutes les questions qu'on est en train de se poser aujourd'hui dans notre cadre de référence, est-ce que on n'est pas déjà dans le passé et est-ce que on ne devrait pas aussi se poser en parallèle peut-être des questions sous un angle totalement différent par rapport à la manière dont on va apprendre dans le futur. Ouais. Tu vouliez dire quelque chose ou pas? Je prends celle-là parce c'est vrai qu'elle est pas facile. Mais je pense que c'est une très bonne question. Et il y a plusieurs éléments par rapport à ça. La vision d'Elon Musk, c'est vu que l'intelligence artificielle va progresser toujours plus vite et vu que nos cerveaux sont relativement puissants mais avec une capacité d'input et d'output qui est faible. Typiquement la vitesse à laquelle vous tapez sur un clavier ou même votre capacité de champ visuel sont relativement lentes par rapport au débit des machines. Même la parole finalement avec laquelle on a été habitué depuis le début, c'est peu de mots par minute, alors que le cerveau. Mais on revient un petit peu sur. Donc donc ça c'est une vision, je dirais purement quantitative de l'intelligence et du débit d'information. Ça nous ramène un peu à la question du slow versus rapide. Quelque part, la solution d'Elon Musk, c'est toujours plus vite. Et il y a un problème avec sa réponse, c'est que si vous vous connectez en direct sur le web, déjà aujourd'hui, vous pouvez vous faire manipuler par des mèmes ou des virus d'idées, mais demain, vous vous ferez manipuler en direct et vous aurez même plus d'esprit critique pour vous retenir. Donc moi, je viens du monde des virus et des bactéries. Je peux vous dire que les virus, c'est ce qui évolue le plus vite. D'accord ? Donc vous pouvez créer une nouvelle porte qui vous permettra d'avoir accès au web, mais comme le web aura accès à votre cerveau, le web, ou en tout cas des gens plus ou moins bien intentionnés, pénétreront dans votre cerveau et vous manipuleront, et à mon avis, ce sera dramatique. Donc moi, personnellement, en tant que spécialiste de l'évolution des virus, je ne recommande absolument pas ce genre de solution. Ne connectez pas votre cerveau à Internet. Pas en direct, en tout cas. Après, en vrai, c'est ce qu'on fait déjà. Non, mais c'est ce qu'on fait. Faut être réaliste. C'est ce qu'on fait, mais moi, c'est pour ça que je pense qu'il faut qu'on développe non seulement l'esprit critique des individus, mais des formes d'esprit critique collectif. Et je pourrais revenir sur ce que ça veut dire autour du buffet si vous voulez, mais je pense que, par exemple, quand quelqu'un a identifié une fake news, il faudrait que quelqu'un d'autre quand il reçoit la même fake news, on le prévienne que, en fait, il y a des gens, surtout a fortiori, c'est des experts du sujet, qui pensent que c'est une fake news. Et donc ça, je pense que ça nous aiderait. Donc je pense qu'on a besoin d'inventer des manières de nous protéger face à des tentatives de manipulation. Donc je pense qu'on a plus besoin d'augmenter notre système immunitaire, pour reprendre une analogie biologique, que notre capacité à recevoir des virus. Bon, donc ça c'est le premier élément de réponse par rapport à ça. Je pense que je dirais danger face à ce genre d'options. Deuxièmement, je pense que la réflexion
qui était un peu celle de la question de tout à l'heure, c'est en fait, est-ce qu'on a vraiment besoin d'essayer de courir plus vite que les machines ? Ou est-ce qu'on a besoin d'essayer d'aller ailleurs et de se poser des questions sur le sens ? Typiquement, une machine, en tout cas aujourd'hui, ça s'est au mieux optimisé sous contrainte et à partir des données et de grands jeux de données d'hier, si demain ressemble à hier, on peut essayer de se dire que la machine va reconnaître les patterns importants. Sauf que la probabilité que demain ressemble à hier, en fait, elle est faible. Et la probabilité que nos besoins soient ceux d'hier, elle est relativement faible. Et donc on a besoin d'apprendre à penser en dehors de la boîte. On a besoin de penser ce qui fait du sens. Et ben je peux vous dire, une machine aujourd'hui, elle ne sait pas ce qui fait du sens. Et un humain, il n'est pas forcément bien formé pour savoir ce qui fait du sens, mais au moins, il peut se poser la question de ce qui fait du sens. Et ce besoin de recherche de sens, moi j'aurais plutôt tendance à dire, allons dans cette direction. Allons faire des choses que les machines ne savent pas faire. Posons-nous des bonnes questions. Les machines, elles vont vous aider à retrouver les réponses d'hier. Elles vont pas forcément vous aider à penser ce qui fera du sens pour demain. Donc je pense qu'il faut se poser des questions, effectivement, de repenser le cadre. Mais repenser le cadre, ça ne veut pas forcément croire que la singularité est nécessairement la seule solution pour l'avenir. Je pense que si quelque chose, on a besoin de penser... vous connaissez peut-être la Singularity University, je pense qu'on a besoin d'une Plurality University. C'est-à-dire qu'on a besoin de penser une pluralité d'avenir et de réfléchir ensemble sur qu'est-ce qui fait le plus de sens. On a besoin de développer notre imaginaire, on a besoin de développer, et non seulement le nôtre, mais aussi celui des jeunes générations, et de prendre conscience que ces jeunes générations sont capables de faire des choses qu'on n'imagine même pas aujourd'hui parce qu'on ne leur en donne pas la possibilité. Il y a des chercheurs en sciences cognitives, et nous on a eu des programmes là-dessus, qui montrent que tous les bébés sont nés chercheurs. On est tous nés capables d'expérimenter, on est tous nés capables de philosopher, on est tous nés capables de faire des choses que les machines ne savent pas faire. Mais ce qu'il faut, c'est développer ces capacités-là. Il se trouve que le système éducatif aujourd'hui ne les développe pas. Mais c'est pas parce que le système éducatif les développe pas qu'elles n'existent pas. Et donc il faut repenser le système éducatif plutôt que de repenser une interface à la Neuralink. Et être capable de connecter nos cerveaux, mais entre nous. Les connecter à des choses qui font du sens. Ça ne veut pas forcément dire les connecter au web. Donc ça, je pense que et se reconnecter à soi-même, par exemple, et donc apprendre à prendre soin de soi, des autres et de la planète, on devrait tous avoir appris à faire ça. Mais aujourd'hui, c'est pas comme ça que le système fonctionne. Mais se mobiliser collectivement et être capable d'écouter les jeunes, parce qu'en fait, c'est ça qu'ils demandent aujourd'hui. Ils disent oui, on a besoin de prendre soin de la planète, on aimerait prendre soin de soi, on aimerait pouvoir prendre soin des autres, mais le système éducatif, c'est pas ça qui promeut. Donc, je pense que c'est en fait pas simplement des nouvelles technologies qu'il faut inventer, c'est des nouvelles manières de se parler, c'est des nouvelles manières de faire société et de vivre ensemble. Pardon ? Des nouvelles valeurs et éventuellement, mais une partie de ces valeurs risque d'être des valeurs ancestrales. Je parlais de Socrate un petit peu, je reviens de Chine, donc je vais vous parler de Confucius, et puis ça va peut-être être le mot de la fin. Mais Confucius, par exemple, il disait il y a 3 manières d'atteindre la sagesse. La première, c'est de faire des erreurs, mais de réfléchir, et on revient sur la réflexivité, pour apprendre de ces erreurs. La deuxième, c'est de prendre le temps d'éviter de faire des erreurs et de réfléchir à ce qui fait vraiment du sens. Mais la première, ça fait mal de prendre toutes les portes dans la tête. La deuxième, elle est pas simple. Et la troisième, qui est la plus simple pour lui, c'est d'apprendre des gens les plus sages autour de soi. Le problème, c'est que toute personne qui prétend être la personne la plus sage autour de vous n'est pas la personne la plus sage autour de vous. Et comme Confucius nous a pas expliqué comment on trouve la personne la plus sage autour de soi, c'est pas si simple comme problème. Mais et je vais peut-être finir sur cette citation de T.S. Eliot que j'aime bien. T.S. Eliot disait, c'est un poème, où est passée la vie qu'on a perdue en la vivant? Où est passée la sagesse qu'on a perdue dans la connaissance? Où est passée la connaissance qu'on a perdue dans l'information? Je pense qu'il était là aujourd'hui, il dirait où est passée l'information qu'on perd dans les données. Et pour moi, un programme de recherche à la fois personnel et peut-être qui peut être probablement beaucoup mieux fait collectivement, c'est comment est-ce qu'on passe des données à l'information, de l'information à la connaissance, de la connaissance à la sagesse, et comment est-ce qu'on met tout ça au service de la vie. Et aujourd'hui, on n'est pas sur ces paradigmes-là. Et donc je pense qu'on a besoin non seulement de repenser nos paradigmes dominants, donc ça là-dessus je vous rejoins complètement, mais pas forcément en cherchant des solutions purement technologiques. Mais c'est vrai qu'on pourrait avoir des technologies, on a des technologies de la data, on a des technologies de l'information, on n'a pas grand-chose pour la connaissance, et encore moins pour la sagesse, et pour des choses qui ont un vrai sens pour la vie. Merci. Merci François Tadelli.